et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la pile à lire du printemps. Et qui dit printemps dit également décoration de printemps, mais surtout le retour du Blossom Spring Challenge. Le Blossom Spring Challenge est un défi littéraire qui a été initialement construit, pensé par Priska du Boudoir, qui tient à la fois un blog et une chaîne YouTube. Et cette année, c'est les lectures de Pipin qui reprend le challenge et qui nous offre une nouvelle édition. Bien évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus sur le Blossom Spring Challenge, les dates, les lieux où on peut discuter de ces lectures, de ces piles à lire et découvrir par la même occasion le boudoir ainsi que les lectures de Pipin, je vous mettrai évidemment tout ce qu'il faut savoir en barre de description sous la vidéo. En tout cas, je vais vous présenter dans cette vidéo les quelques titres qui vont m'accompagner durant ces mois printaniers. Le challenge est composé de 4 menus avec pour chacun 3 catégories. Et évidemment pour chaque catégorie, des mots-clés qui nous permettent de sélectionner une à plusieurs lectures. On va donc commencer avec le premier menu qui est Printemps florissant. La première catégorie s'intitule « Que devient la neige en fondant ?» Il faut donc trouver un livre qui évoque le printemps ou alors une couverture fleurie. J'avais dans ma pile à lire quelques romans, quelques titres avec des couvertures plus ou moins fleuries, mais j'ai décidé d'arrêter mon choix sur ce titre-ci en particulier parce qu'en fait il combine les deux. C'est-à-dire qu'on a un roman qui se passe au printemps et la couverture est quand même très chargée en petites fleurs. Je vous présente donc Les Gardiens du Monde Sauvage, le tome 1, L'incroyable voyage de Melissa Harrison, aux éditions Milan. On a donc affaire à un roman de littérature jeunesse et notamment 9-12 puisqu'on parle de la collection Tilt. Au premier matin du printemps, 3 minuscules créatures émergent de leur arbre. Mousse, Brunet et Cumulus font partie du peuple caché. Depuis des siècles, ils veillent sur le jardin et ses habitants. Quand leur frêne est frappé par une tempête, ils partent à la recherche d'un nouveau refuge et des derniers membres de leur espèce. Un long voyage commence au cœur d'une nature sauvage, peuplée de prédateurs et créatures inattendues, mais aussi d'animaux bienveillants. Vu que j'avais adoré Le merveilleux pays des Snergues, qui est également dans cette même collection, je me suis dit que là, avec les mots-clés, avec les notions, concepts établis dans le résumé, il y avait peu de chances que je passe à côté de ce titre. Rien que les noms des personnages, Mousse, Brunet, Cumulus, cette espèce de peuple caché, on parle de jardin, on parle d'arbres, on parle de voyage, on parle de créatures, on parle d'animaux. Par conséquent, il ne m'en fallait pas plus pour craquer et j'espère très sincèrement que je vais passer un bon moment de lecture avec, parce que si c'est le cas, il y a fort à parier que je m'achète le tome 2. Deuxième catégorie, le jardin des secrets. Pour ici, il nous faut trouver un livre qui évoque l'intrigue, le secret, le mystère, le drame ou encore la famille. Et pour cette catégorie, je me suis tournée vers Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, ou d'Argelot, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est aux éditions Le Livre de Poche. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin exécrable, et de son frère champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. On est là sur un roman, certes jeunesse, mais qui est destiné à partir de 14 ans, donc plutôt un roman ado. Ma foi, ça fait un bout de temps que je lorgnais sur ce titre, puisque il est sorti en auto-édition, je crois qu'il est ressorti aux éditions Rivka si je ne me trompe pas,
Et j'ai enfin craqué pour sa version poche. Écoutez, il me fait vraiment énormément envie parce que j'adore le concept. J'adore cette idée de créer un monde autour de la littérature, des mots, du texte, tout ce qui va toucher la ponctuation, les caractères, bref. Ça a l'air d'être très intéressant de ce point de vue-là. Il y a un petit côté un peu cozy mystery puisqu'on parle d'enquête à mener. Et si je l'ai placé dans cette catégorie-ci, c'est parce que j'ai l'impression qu'on va toucher au monde de la famille, vu que Prospérine vient d'une famille qui est apparemment très impactante dans le monde dans lequel elle vit, donc qui travaille énormément tout ce qui est virgule, point, texte, vous l'aurez compris, mais pas Prospérine. Donc j'ai l'impression qu'on va toucher cette thématique, intrigue, secret, mystère, parce que voilà, je vous ai dit Cozy Mystery parce qu'on nous parle de mystérieuses phrases sans fin. On va parler du fait que Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfuis de la capitale. Donc je me suis dit que tous les mots-clés pouvaient que me pousser à mettre ce titre dans cette catégorie. Troisième et dernière catégorie de ce premier menu, c'est Printemps des poètes. Et pour cette catégorie, on nous parle de poésie, de théâtre, de classique ou encore d'épistolaire. Avec tous ces mots-clés et rien que le nom de cette catégorie, je ne pouvais que me tourner vers le troisième et dernier tome d'Emily de New Moon qui s'intitule La quête d'Emily, le tout écrit par Lucie Maud Montgomery et édité aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Désormais presque adulte, toujours aussi indépendante et sagace, Emily Starr a fait le choix courageux, sans quitter sa chère New Moon, de poursuivre son but de devenir une autrice publiée. Si les défis d'une vie d'écriture ne sont pas toujours tendres, lettres de refus, sombres humeurs et pages blanches, sa vie sentimentale n'a rien non plus d'un long fleuve tranquille. Les demandes en mariage se succèdent et les triangles amoureux se dessinent avec leur lot de silence et de malentendus. Ainsi, même si le côté romance, vie sentimentale, triangle amoureux va, je suppose, me faire un peu grincer des dents, je n'aime pas du tout les triangles amoureux, c'est vraiment quelque chose qui me tape sur les nerfs, mais écoutez, je vais passer outre parce que j'ai quand même énormément aimé Emily de New Moon, j'ai beaucoup aimé ma lecture du second tome. J'aime bien la personnalité d'Emily qui est beaucoup plus tumultueuse par rapport à Anne Shirley qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus mélancolique aussi. J'adore toutes les réflexions de l'autrice autour de l'écriture, autour de l'imaginaire, de la poésie. Je sais qu'Emily écrit des romans, de la fiction, elle écrit aussi des articles, elle va écrire de la poésie. Bref, c'est très large ce qu'elle produit. Et voilà, il y a une ambiance, il y a quelque chose de très différent de Anne, la maison au pignon vert, Anne de Green Gables, mais on retrouve la patte de l'autrice, on retrouve sa manière de parler de l'enfance, de l'imaginaire, d'être très pointue, d'être très parfois un petit peu sarcastique, un petit peu tendre et malicieuse. Et forcément, vous vous doutez bien de la raison pour laquelle je l'ai mis dans cette catégorie. On est sur un classique, ça va parler certainement de poésie, peut-être pas de théâtre, encore que, peut-être, bonne surprise ou pas. Et puis je sais que Emily a écrit des lettres, écrit dans son journal aussi, donc je me dis que je ne me suis pas plantée de catégorie pour ce titre. Maintenant qu'on a terminé Printemps florissant avec toutes ces jolies fleurs, ces couvertures printanières, ces romances qui pointent le bout de leur nez, on va doucement diriger nos pas vers une des fêtes les plus emblématiques de ce printemps, avec le deuxième menu qui s'intitule Lapin de Pâques. La première catégorie aurait dû être le pudding à l'arsenic, qui, bien que j'adore la référence et le nom de cette catégorie, on devait lire un policier, un thriller, un cozy mystery ou un page turner. J'aurais pu avoir la facilité de vous remettre Prospérine, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un petit côté enquête, mais
mais je n'avais pas de policier que j'avais vraiment envie de mettre au printemps. Les Arsène Lupin, je les garde plutôt pour l'automne. Par conséquent, j'ai décidé de jouer le Joker, de jouer le Switch. Et ça tombe bien puisque Pipin nous autorise ces petits contournements et nous a concocté un petit bingo, histoire de caser des catégories, de les remplacer par d'autres de ce bingo, pour ne pas rester bloqué sur une catégorie si on n'a pas envie forcément de se plonger dedans. Ainsi, adieu le pudding et place à l'encens, où il faut trouver un livre qui traite de la sorcellerie ou de la magie. Et pour cette catégorie, je vous présente Les Brûleurs d'Or, premier tome, Les Apprentis de Morcelieu d'Alice Paria aux éditions Scrignéo. Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuse, mais cela ne lui suffit plus. Son destin bascule lorsque Lazarus surgit dans sa vie. Mystérieux et plein de charme, le jeune homme la persuade de s'enfuir avec lui au château de Morcelieu, un domaine somptueux où nobles et magiciens se côtoient dans un tourbillon de plaisir et de fêtes étourdissants. Très vite, Cléo est dépassée par l'écart de niveau entre elle et les autres apprentis. Elle travaille d'arrache-pied pour combler son retard lorsqu'un complot visant la couronne bouleverse la vie des étudiants. Accompagnée de ses nouveaux amis, elle va alors tout mettre en œuvre pour le déjouer. Mais à quel prix? J'ai découvert ce titre avec une vidéo de Margot Liseuse qui en parlait en bien, et je me suis dit, avec le résumé, la couverture, les quelques informations que j'ai pu glaner un petit peu sur les réseaux et sur des blogs ou vidéos, j'ai fini par me dire que ce titre pourrait grave me plaire, puisqu'on y retrouve un petit peu tout ce que j'aime. On trouve un petit peu cette patte apparemment qui rappelle un peu la passe miroir. On retrouve le côté institut, magie, aventure, on a des leçons, on a un château un peu mystérieux, on parle de domaines somptueux, on a des nobles, des magiciens, des complots, bref. Il y a énormément de petits éléments qui, forcément, mis bout à bout, ont allumé le curiosimètre à 100. De plus, pour moi, le menu Lapin de Pâques, ça me parlait retour à l'enfance, voilà. Il y avait quelque chose de l'ordre de la magie, de l'aventure, et ça tombe bien, ce roman a l'air d'en être rempli. Ma foi, je suis plutôt curieuse de commencer ma lecture parce que même si j'ai dû me renseigner un petit peu plus pour me pousser à l'acheter, bah concrètement, j'ai pas non plus trouvé tant que ça de retour dessus. Donc j'ai hâte. La catégorie suivante s'intitule « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Ici, il faut donc trouver un livre jeunesse qui parle d'enfance, qui soit cocooning ou encore une lecture qui fait du bien. Et forcément, le titre qui remplit parfaitement tous ces mots-clés, le voici, le voilà, le dernier tome des Mémoires de la forêt, La saison des adieux, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, aux éditions L'École des loisirs. Et pour cette quatrième et dernière aventure, on est autour de la librairie Belle Écorce qui fête ses 80 ans. Malheureusement, l'anniversaire va être de courte durée puisque une branche craque et c'est le premier signe d'une terrible maladie, le croque-bois. Et pas le choix que de devoir couper l'arbre pour se défaire de cette maladie. Seulement, Ernest Renard n'en a pas envie. Il est beaucoup trop attaché à ce lieu, à ses souvenirs et surtout aux souvenirs de sa mère Anouchka. Et cette dernière lui aurait transmis une légende, celle d'un pommier qui aurait la capacité d'exaucer tous les vœux. On est sur un récit jeunesse, un récit qui fait du bien parce que je sais à quel point l'auteur parle de sujets pas toujours faciles ou évidents en littérature jeunesse, mais toujours avec une très grande justesse. Et si je l'ai placé dans cette catégorie, c'est parce qu'on a affaire à un livre de littérature jeunesse qui va être très cocooning parce que je sais à quel point l'auteur traite de sujets parfois douloureux, pas faciles dans cette littérature jeunesse, mais qui s'est toujours usé de justesse, de délicatesse pour les aborder, ces thématiques. Et je sais qu'on va avoir beaucoup d'émotions, c'est le dernier tome. En plus de ça,
on parle quand même de devoir couper cet arbre qui nous a tant suivi depuis le début de cette saga. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très émouvantes, très touchantes, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle et dernière aventure. Dernière catégorie, lapin crétin, où il nous faut lire un comics, une bande dessinée, un manga, un graphique, un roman graphique, bref, de la lecture graphique. Je vous parlais de Michael Brun-Arnaud, la transition est toute faite puisque l'auteur dirige une collection chez Rue de Sèvres, une collection de mangas. Et donc voici un de ces mangas, Le Voyage d'Ours Lune de aux éditions Rue de Sèvres, vous vous en doutez. Las des jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire, jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Partagez le périple initiatique de ces deux âmes esselées et devenez témoins de leur amitié poignante. Cette collection Le Renard Doré, dirigée par Michael Brun-Arnaud, qui porte en fait le nom de sa propre librairie parisienne, donc si jamais vous êtes parisien, n'hésitez pas à faire un tour. Mais cette collection me fait méga envie et je suis trop contente d'avoir un de ces mangas dans ma pile à lire parce que vraiment je kiffe le concept de faire d'un ours et d'une corneille de bons amis. Il y a ce côté voyage, il y a le côté paysage à traverser, des rencontres avec d'autres animaux. On a cette petite pointe d'amitié avec d'autres émotions qui vont certainement parcourir ce récit. C'est un one-shot de surcroît. Et puis, les quelques illustrations que j'ai vues, je les trouve très mignonnes, simples, élégantes, épurées. Ainsi, je suis très curieuse de savoir de quoi il en retourne et qu'est-ce que ce voyage va me réserver. Maintenant qu'on s'est gavé de chocolat, il est grand temps de mettre son nez dehors et de faire une petite escapade printanière. Et j'inaugure ce troisième menu avec la première catégorie qui s'intitule Grand ménage de printemps. Il faut donc trouver un livre qui est depuis très longtemps dans notre pile à lire ou alors un livre qui est issu d'un précédent challenge. Actuellement, j'ai un petit défi. J'ai terminé l'intégrale de Steam Sailors que j'avais beaucoup cité, recité, surcité à travers différents challenges. C'est la même pour le tome 2 de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman et la même pour les deux tomes de Six of Crows. Donc globalement, ces romans, comme je ne veux plus les citer, les reciter et vous les remettre à toutes les sauces, je compte les lire durant ce printemps, ce qui est déjà le cas de Steam Sailors qui est fini, mais il reste un titre. Un titre qui est dans ma pile à lire depuis 2021, que j'ai cité, mais pas suffisamment, en tout cas pas autant que les autres, parce que c'est vrai que les autres, je vous les ai souvent donnés dans les piles à lire. Et donc j'étais pas sûre de le caser dans mon petit challenge dans le challenge. Mais cette catégorie me permet quand même de l'incorporer puisque depuis 2021 il est là, je ne l'ai toujours pas lu et qu'en plus de ça je l'ai déjà cité dans un challenge, donc ma foi, voici le livre en question, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier aux éditions Folio Classique. Pour la petite histoire, on va suivre un personnage principal, notre héros, le futur Capitaine Fracasse, qui s'ennuie un peu fermement chez lui, qui est issu de pas forcément de la noblesse, mais peut-être l'aristocratie, enfin d'une haute famille en tout cas, et il s'ennuie à mourir chez lui jusqu'au jour où il tombe sur des comédiens et qu'il décide de tout plaquer pour aller les suivre. Mais vous vous doutez bien que ça va pas s'arrêter là puisque le Capitaine Fracasse c'est quand même un KPDP aventure historique, donc forcément on va avoir une histoire un petit peu rocambolesque où ce personnage principal va mener une double vie
et je vais m'arrêter là pour le résumé. On a affaire à un classique de la littérature française. J'aime bien Théophile Gautier, j'avais adoré le roman de la momie quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que je suis une très grande fan de KPDP, j'adore les Trois Mousquetaires. J'aimerais énormément lire d'autres titres qui reprennent un petit peu ce côté aventure, KPDP, romanesque, un peu 19e aussi, ou même actuel, si vous avez des titres. Parce que j'ai kiffé aussi Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Donc si jamais vous avez des titres KPDP plus anciens ou plus récents, je prends, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, en ce qui concerne le Capitaine Fracasse, je suis contente parce que comme je vous le disais, c'est le dernier livre de 2021. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai lu et que j'aurai lu le Philippe Pullman que j'ai, tous les autres livres ils datent de 2023. Franchement, si je peux le lire et le terminer, je serai refaite. Deuxième catégorie, Where Flowers Bloom, So Does Hope. Il faut pour cette catégorie trouver un roman nature writing qui parle d'exploration, ou encore d'aventure, ou encore de voyage. Et je vais donc sortir ce livre de ma pile à lire, Les Oiseleurs de Camille Noyer, aux éditions Ozo. Pour la faire courte, on est sur un univers qui est basé sur les oiseaux. En gros, les oiseleurs lisent le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Mais à Avem 10, Alouette est loin d'être la seule à avoir des secrets et lorsque Décile, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Et bon an mal an, on va aller sur une aventure qui va nous parler de confrérie, de guerre, de présage de mauvais augure. Voilà, on est sur de la fantaisie, peut-être ado, je pense ado, et on est sur tout ce que j'apprécie, l'imaginaire, le merveilleux, ce côté oiseau où on peut lire le passé, le futur. On a deux personnages qui vont devoir collaborer pour résoudre des mystères, percer des secrets, farfouiner plein de recoins, histoire de comprendre un petit peu ce qui se passe aux alentours et d'empêcher des catastrophes de se produire. Donc globalement, le résumé me faisait méga envie, j'adorais la mythologie basée sur tout ce qui est aviaire. J'aime beaucoup cette édition que je trouve très belle, perso. Donc j'ai hâte parce que je pense que je vais passer un bon moment avec cette lecture et je l'ai placée là évidemment parce qu'on parle d'exploration, on va parler d'aventure, de voyage. On n'est peut-être pas forcément sur du nature writing, mais bon, on est sur des oiseaux, quelque part la nature est quand même là. La dernière catégorie aurait dû être voyage en Asie, où il fallait un auteur ou une autrice asiatique ou une histoire se déroulant en Asie. Si j'ai enlevé cette troisième catégorie, c'est tout simplement parce que le quatrième menu est estampillé asiatique, puisque le Blossom Spring Challenge, sa particularité, c'est de mettre un pays asiatique à l'honneur chaque année, un différent chaque année. Et donc là, je me suis dit, escapade printanière, on est quand même sur quelque chose qui tourne autour du voyage. Je vais donc remplacer ce voyage en Asie par la catégorie son d'Orient, où il faut un livre audio ou alors un livre sur la musique. Et donc forcément, livre sur la musique, je me suis dit ça sera parfait pour ce petit bijou qui s'intitule La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi aux éditions Hachette. Quand je vous disais que c'était le livre parfait, c'est tout simplement parce que dans le titre il y a mélodie, mais qu'on le voit à la couverture, peut-être pas là comme ça, à moins que vous ayez activé la Super HD, mais sur la couverture, sachez qu'on voit en arrière-plan dans les vitraux des instruments de musique. Musique que l'on retrouve dans les ornements et décorations du livre, et cette importance de la musique se retrouve jusque dans la carte et au nom de différents lieux. On a le royaume de Ré, on a le royaume de Si, le royaume de Mi, bref toutes les notes, mais pas que. On a Accormonde, on a Tison, on a Sonatopia, on a Rythme en terre, Terre du silence,
Il y a une multitude de références à la musique et ça tombe bien, puisqu'en grande partie le résumé nous explique qu'à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Ainsi, que ce soit dans l'esthétique du livre, que ce soit dans son intrigue, ses personnages, ou encore dans sa mythologie, on nage dans les sons, dans la musique, et je me suis dit que c'était parfait pour son Dorian. Comme je le disais précédemment, le Blossom Spring Challenge met chaque année à l'honneur un pays asiatique, et cette année, Pipin a choisi le Vietnam. C'est donc normal que le 4e menu s'intitule Les parfums du Vietnam. La première catégorie, c'est naviguer dans la baie d'Along. Il faut donc trouver une aventure maritime ou encore une couverture aquatique. Pour ce menu, je me suis entièrement tournée soit vers des auteurs, des autrices asiatiques, soit vers des auteurs, des autrices qui ont écrit des histoires avec une forte présence du folklore asiatique ou encore une histoire qui se déroule totalement en Asie. Mais je n'avais pas de récit à proprement parler autour ou sur le Vietnam. Donc peut-être que je comblerai cette lacune en empruntant des livres à la médiathèque. En attendant, pour cette catégorie aventure maritime, couverture aquatique, je me suis tournée vers le second et dernier tome des 6 couronnes écarlates, La promesse du dragon, d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Je ne vais pas vous lire le résumé en 4e de couverture parce que ça spoilerait ce qui se passe dans le tome 1. Dans le premier opus, on suit la princesse Shiori du royaume de Kiata et cette dernière a surpris sa belle-mère faire l'usage de la magie. La magie est interdite dans le royaume et pourtant, parce qu'elle a vu sa belle-mère pratiquer la magie, elle va se retrouver au cœur de quelque chose qui va totalement la dépasser, puisque ses frères vont se retrouver transformés en grues. Elle va être plongée dans le silence. Le moindre mot, moindre son qu'elle prononcera fera qu'un de ses frères va mourir. Donc Shiori va devoir parcourir son royaume et des royaumes voisins pour briser la malédiction, retrouver son royaume, essayer de faire en sorte de vaincre sa belle-mère aussi, de comprendre un petit peu les méandres de son histoire personnelle et de l'histoire de son royaume. Bref, il y a tout un tas de petites choses que je vous laisserai découvrir à travers le tome 1 qui est à ce jour un très gros coup de cœur de mon année 2023. Et quand celui-ci est sorti l'année passée, je me suis précipitée pour l'acheter. Je pensais le lire au printemps dernier, ça n'a pas été fait. Je l'avais remis peut-être soit pour l'été, soit pour l'automne, je ne sais plus exactement, mais je ne l'ai pas fait non plus. Donc cette année, c'est la bonne. Pour ce printemps, je vais donc terminer les 6 couronnes écarlates et j'ai hyper hâte. Et vous devez certainement vous poser la question, mais pourquoi elle nous parle de ce titre alors qu'il faut une aventure maritime? C'est tout simplement parce que dans ce tome, on va aller dans le royaume des dragons, qui est dans les profondeurs de la mer. J'ai pas plus d'informations quant à savoir si le royaume de la mer se déroule sur l'intégralité du tome, ou juste sa moitié, ou juste un tiers, ou juste 10 pages. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je me dis que si c'est mentionné dans le résumé, c'est que ça a son importance. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que c'était un très beau premier opus. Et voilà, la couverture est sublime, l'objet livre est superbe. Et j'aime beaucoup la plume de l'autrice, le côté fantasy extrême oriental est vraiment bien fichu.
Donc ouais, une bonne surprise pour ma part pour le premier tome, donc j'espère que ce sera la même pour le second. La deuxième catégorie s'intitule Dragon, Phénix, Tortue et Licorne. Et pour cette catégorie, il faut lire un livre avec des animaux, des créatures fantastiques, de la mythologie ou encore de la fantaisie ou du fantastique. Et donc pour cette catégorie, je me tourne vers un titre que j'ai déjà cité par le passé. Il s'agit des Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Pocket. 1467, Japon. Ikari, une kitsune, vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux. Fascinée par les humains, la mystérieuse jeune femme s'intéresse de près aux villageois installés au pied de la montagne et surtout à Jun, l'un des bûcherons. Mais le contact avec les hommes est formellement interdit par son clan. 2016, Tokyo. Mina a le pouvoir de voir et de côtoyer les yokai, esprits et monstres du folklore japonais. Solitaire à cause de ce don qu'elle doit cacher à tous, la jeune fille ne se sent pas à sa place dans la société. Jusqu'au jour où un esprit tente de s'introduire dans ses rêves et que sa camarade Natsume l'entraîne dans une chasse aux démons à travers la capitale. Deux univers se croisent, deux destins s'entremêlent, entre quête d'identité et désir d'émancipation. Par conséquent, ce livre est parfait pour cette catégorie puisque on parle de yokai, d'esprits, de dieux, on parle de mythologie, de folklore japonais, on va nous parler de créatures fantastiques, on va également parler d'animaux puisque certains yokai ont une forme animale. Par exemple, il me semble que le kitsune est un renard à 9 queues. Enfin, le mot renard est dans le titre, donc je pense pas me planter en mettant ce livre dans cette catégorie. Et ça fait partie de ces livres que ça fait un bail, vraiment un bail, qui sont dans ma wishlist. Pour vous dire à quel point ça fait un moment que je lorgne dessus, c'est que j'ai eu le temps de placer le grand format, puis de placer le poche depuis belle lurette. Donc je suis, ma foi, très très contente de l'avoir et très impatiente de me plonger dedans parce que moi qui suis très peu de lecture fantastique, autant fantasy, science-fiction ça marche tout seul, mais autant le fantastique j'ai toujours un peu de mal à m'y attacher ou à m'y attarder. Donc je suis contente d'utiliser ce titre pour petit à petit me ramener sur le chemin du fantastique parce qu'il y a certainement de très belles découvertes à faire. Dernière catégorie, pour l'amour du faux, où il faut trouver un livre qui nous parle de nourriture, de gourmandise ou encore de romance. Je continue donc mon périple autour de Toshikazu Kawaguchi, notamment son café, le Funicula, puisque j'ai là le troisième tome qui s'intitule Le café où vivent les souvenirs. Et ce livre est disponible au livre de poche, mais si vous cherchez les grands formats, ils sont disponibles chez Albin Michel. Et de ce que je comprends avec le résumé, on sort du Funicula de Tokyo, puisqu'on est sur le flanc du mont Hakodate, au nord du Japon. Et c'est cette fois-ci le café Donadona, qui est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Et comme pour notre fameux Funicula dans les deux tomes précédents, on peut faire une expérience extraordinaire, à savoir voyager dans le passé le temps d'une tasse de café. On va donc y rencontrer Yayoi, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline. Todoroki, un comédien se languissant de son épouse et de leurs rêves communs. Reiko, submergé par la disparition de sa sœur. Et Reiji, qui comprend trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères goûtant à la saveur de moments perdus et qui apprennent à envisager l'avenir avec plus de sérénité. J'avais beaucoup aimé Tant que le café est encore chaud, j'ai adoré le second opus. Je suis plutôt curieuse de savoir ce que ça donne parce que le Funicula, sur les deux premiers tomes, j'avais l'ambiance, j'avais la saveur, j'avais les décors, j'avais voilà, les personnages à suivre sur deux opus. Et donc là, on va changer complètement, je suppose, de personnages principaux, en tout cas dans le personnel du café. On va changer d'ambiance et de décor puisqu'on est sur un mont et on parle de port, donc certainement de mer. Donc je suis plutôt curieuse de savoir ce que l'auteur va faire pour renouveler un petit peu la formule tant que le café est encore chaud. Parce que je sais très bien qu'on va être sur un récit lent, délicat, qui prend son temps, avec des choses beaucoup intimistes, très délicats,
très pudique aussi, qui est propre à la plume japonaise. Donc j'ai vraiment hâte, je suis curieuse et j'espère, même si je pense pas me planter à ce point là, mais je pense que je vais quand même passer un bon moment avec ce titre et vous vous doutez de pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Je sais qu'on parle de café, mais je me dis qu'il y a peut-être dans l'eau gourmandise et nourriture qui doivent pas traîner trop loin non plus. Et je pense également ne pas me planter, même si c'est pas une romance stricto sensu, on nous parle quand même d'amour, on nous parle quand même de romance couple, d'amour, famille, d'amitié, donc voilà. Je me plante pas de catégorie en positionnant le café où vivent les souvenirs dans cette dernière catégorie. Vous avez donc les 12 titres qui vont m'accompagner durant mars, avril et mai. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes avec. N'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de me faire vos retours. Est-ce que vous comptez participer au Blossom Spring Challenge ou non? Est-ce que vous avez une autre pile à lire d'un autre challenge printanier? Qu'est-ce que vous pensez de cette pile à lire, dans le sens que vous avez peut-être des livres en commun, peut-être que vous avez des livres, certains que j'ai cités, dans votre pile à lire, dans votre wishlist, peut-être que vous en avez lu certains et que vous avez aimé, pas aimé, bref. Vous savez que l'espace commentaire est fait pour ça et que j'adore répondre à vos commentaires. Bien sûr, les livres que j'ai cités seront bien évidemment renseignés en barre d'informations, donc n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de la description. Vous y retrouverez également pas mal de liens, pas mal d'informations qui pourraient vous intéresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne peux que vous pousser à la liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour finir, je vous souhaite évidemment de très belles lectures, que ce soit pour le mois de mars, que ce soit pour le Blossom Spring Challenge, que ce soit pour votre propre pile à lire pour ce printemps. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!